Nous sommes une génération qui grandit dans un monde fragile, parfois dur, souvent injuste. Et pourtant, malgré les doutes, malgré la peur, notre génération continue d'avancer. Le vendredi 9 janvier 2026 est décrété jour de deuil national en Suisse. Plus de 1000 personnes ainsi que 37 pays se sont réunis à Martigny pour rendre hommage aux 40 jeunes décédés et aux 119 blessés dans le drame de Crans-Montana, survenu dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Retour en images sur une semaine de deuil après l'une des plus grandes tragédies que le pays ait connue. Le deuil national en Suisse, c'est assez rare. En réalité, c'est une pratique plutôt récente, apparue surtout au XXIe siècle dans un contexte international. Mais à 14h le vendredi 9 janvier 2026, toutes les cloches des églises suisses ont sonné ensemble. Une minute de silence national a été observée au même moment. Les drapeaux du palais fédéral et de plusieurs bâtiments publics ont été mis en berne durant plusieurs jours. Les familles, les proches et les jeunes amis des victimes, mais aussi les secours, pompiers, ambulanciers, policiers, soignants, se sont retrouvés au centre de conférence de Martigny. La cérémonie n'a pas eu lieu à Crans-Montana en raison des fortes chutes de neige. Plusieurs chefs d'État étrangers étaient présents, dont Emmanuel Macron et le président italien Sergio Mattarella. La France et l'Italie comptant le plus de victimes après la Suisse. J'aimerais commencer par m'adresser aux familles et aux proches. Je le fais bien sûr au nom du gouvernement que je représente, le gouvernement valaisan. Mais je le fais aussi en tant qu'être humain, tout simplement. Je veux vous dire, nous sommes avec vous. Avec vous, maman, papa, frères, sœurs, grands-parents, famille, amis, amoureux, camarades de classe. Depuis cette nuit du 1er janvier, il ne s'est pas passé un seul instant, pas une seule minute, sans que nous ne pensions à vous. D'autres rassemblements et hommages ont eu lieu les jours qui ont suivi le drame. À Crans-Montana, des fleurs, des peluches et des bougies ont été déposées sans interruption devant le bar Le Constellation, où des habitants et des proches sont venus se recueillir chaque jour. Dimanche 4 janvier, une marche blanche a réuni plus de 1000 personnes. Les forces d'intervention, qui ont également défilé, y ont été longuement applaudies par la foule. Le commandant des pompiers de Crans-Montana, David Voca, en première ligne, a partagé sa douleur. Le lendemain, toujours dans la station valaisanne, des skieurs se sont unis pour former un chœur humain en signe de soutien aux victimes et au personnel soignant. Samedi 3 janvier, à Lutry, le canton de Vaud étant l'un des plus touchés par la tragédie, un moment de recueillement a rassemblé 1500 personnes au temple du village. Dès le 5 janvier, alors que la rentrée scolaire s'annonçait particulièrement lourde, plusieurs établissements ont mis en place des espaces de recueillement, notamment au gymnase de Chamblande. Enfin, mercredi 7 janvier, le collège de Champitay, à Puy, s'est réuni dans la chapelle à la mémoire des jeunes disparus du village. Un livre de condoléances en ligne a déjà réuni 3000 messages au 6 janvier. La mobilisation et l'émotion ont traversé les frontières. Au-delà des 15 hôpitaux suisses mobilisés pour soigner les blessés, des établissements en France, en Allemagne, en Belgique et en Italie ont accueilli des patients. Je vous recommande cet article pour avoir plus d'informations concernant cette opération de sauvetage hors norme. En Italie, les écoles ont observé 1 minute de silence en hommage aux 6 victimes italiennes. Les funérailles se sont déroulées dans la semaine à Rome, Milan, Bologne, Gênes et jusqu'à Lugano. En France, les sénateurs ont marqué 1 minute de silence mercredi pour les 9 Français qui ont perdu la vie à Crans-Montana. Sur le plan diplomatique, les messages de soutien aux autorités fédérales sont arrivés du monde entier, surtout d'Europe et des institutions de l'Union européenne. Mais la Chine, l'Inde, l'Ukraine et de nombreux pays ont aussi exprimé leur solidarité, avec des condoléances adressées aux autorités suisses et aux familles des victimes. D'importants journaux ont consacré leur une des 2 et 3 janvier à la tragédie. Et ce constat revient souvent dans la presse internationale. Inimaginable, l'idée que la pratique des bougies incandescentes ou des feux de Bengale perdure alors qu'elle a causé tant de drames, tant de morts par incendie. Plus loin, la journaliste appelle à tirer des conclusions, légiférer ou imposer de nouvelles réglementations pour éviter que ce type de drame ne se reproduise. D'autres médias ont rapidement enquêté sur les circonstances de l'événement. La BBC a fact-checké plusieurs des images qui circulaient sur les réseaux sociaux et CNN a reconstitué l'intérieur du bar le 2 janvier. En plus, de nombreux journalistes étrangers ont fait le déplacement pour couvrir la cérémonie d'hommage. En Suisse, les réactions politiques ont oscillé entre stupéfaction d'abord, solidarité ensuite, puis des polémiques et la nécessité de passer à l'action.
Elisabeth Baumschneider a salué le professionnalisme de toutes les équipes engagées à l'hôpital de Sion, où tout s'est bien passé, dit-elle. La procureure générale valaisanne a régulièrement communiqué sur les circonstances de l'événement à mesure qu'elles se vérifiaient. 4 procureurs ont ensuite été chargés de l'affaire pour suivre l'enquête. La commune de Crans-Montana a tenu une conférence de presse controversée le mardi 6 janvier. Jean-Luc Ador, conseiller national UDC et avocat de parents de victimes, avait demandé à l'annuler. Elle a tout de même eu lieu et a permis de révéler les conditions des derniers contrôles de sécurité. Les contrôles périodiques n'ont pas été effectués entre 2020 et 2025. Nous le regrettons amèrement. La justice dira l'influence qu'a eu un tel manquement dans la chaîne de causalité ayant conduit au drame. Un bureau externe valaisan a été mandaté pour inspecter sans délai les 128 établissements publics de la commune. La commune requerra également le contrôle des matériaux. Les engins pyrotechniques sont désormais interdits à l'intérieur des lieux fermés sur le territoire de Crans-Montana. Une disposition aussi prise par le canton de Vaud le 8 décembre. Le canton de Genève conseille de son côté aux établissements de proscrire l'utilisation de bougies incandescentes. Une initiative populaire propose l'interdiction au niveau fédéral de ces dispositifs pyrotechniques. Elle est actuellement en traitement au Parlement. 5 jours après le drame, les propriétaires du bar, un couple français arrivé dans la région en 2011, se sont exprimés par l'intermédiaire de leur avocat. Ils se disent dévastés et envahis par le chagrin et promettent leur entière collaboration. Nous ne chercherons d'aucune façon à nous dérober. Mes pensées constantes vont vers les victimes et les gens qui se battent aujourd'hui. C'est une tragédie inimaginable. Et jamais on n'aurait pu imaginer ça. Et ça s'est passé dans notre établissement. Et je tiens à m'excuser. Ils sont prévenus d'homicide, de lésions corporelles et d'incendie, à chaque fois par négligence. Chacune de ces accusations est passible de 3 ans de prison au maximum. La sanction ne devrait néanmoins pas excéder 4 ans et demi. Que sait-on d'eux et du bar ? Le couple ouvre le Constellation en décembre 2015 après plusieurs mois de travaux et en devient propriétaire en 2022. Depuis son ouverture, il a investi plusieurs dizaines de milliers de francs dans des rénovations où les mousses isolantes au plafond, mises en cause lors de l'incendie, ont été installées. Le bâtiment, datant de 1967, est composé de 2 étages et d'une terrasse avec une véranda dont les travaux ont été approuvés en 2015. Depuis le rez-de-chaussée, un escalier étroit permet d'accéder au sous-sol où se sont déroulés les faits. La capacité maximale du lieu est de 200 personnes, 100 au rez-de-chaussée et 100 au sous-sol. On ignore pour l'instant combien de clients étaient présents le soir du drame. Mais alors, que s'est-il passé ? Vers 1h30, un départ de feu se produit au plafond au-dessus du bar lors d'une animation pyrotechnique, pratique habituelle du lieu pour accompagner certaines commandes de champagne. Des bougies étincelles fixées sur des bouteilles sont allumées et transportées dans le sous-sol par le personnel. Les flammes atteignent rapidement les mousses d'insonorisation, extrêmement inflammables, et la chaleur ainsi que la fumée commencent à s'accumuler. Grâce à la musique diffusée ce soir-là, il est possible d'estimer la rapidité de propagation du feu. Sur cette première vidéo, le morceau a démarré depuis environ 20 secondes. Dès les premières paroles, on voit les flammes déjà présentes. La deuxième vidéo a été prise 10 secondes plus tard. Le feu continue de se propager et les jeunes continuent de danser. Pendant une vingtaine de secondes, il n'y a plus d'images. Puis, sur une troisième vidéo, on voit les jeunes prendre la fuite. Ce qui nous permet de certifier qu'entre le début des flammes et l'embrasement généralisé, ou flashover, il se serait écoulé environ 60 secondes. L'embrasement généralisé est favorisé par l'accumulation rapide de gaz combustibles, dont du monoxyde de carbone, dans un espace clos combiné à la chaleur et aux étincelles des engins pyrotechniques. Les matériaux inflammables comme la mousse acoustique, le bois, les textiles et le plafond bas, sans système de détection ou d'extinction immédiate, permettent à la température d'atteindre jusqu'à 1000 degrés en très peu de temps, transformant un départ de feu localisé en incendie total. La question des issues de secours reste centrale. En plus de l'escalier étroit et des portes d'entrée s'ouvrant dans le sens contraire de l'évacuation, une seconde sortie existait, mais les témoignages suggèrent qu'elle était obstruée ou difficile à visualiser à cause de la fumée. L'enquête déterminera plus précisément les circonstances du drame. Elle permettra notamment d'élucider si les issues de secours étaient accessibles, si la capacité maximale a été respectée ou si elle a été sciemment dépassée.
Les mousses phoniques constitueront aussi un élément crucial de l'investigation. Comment ont-elles pu passer l'étude acoustique réalisée en septembre 2025 par un bureau externe ? La responsabilité de la commune dans le contrôle de la conformité de cet établissement devra elle aussi être examinée.